à toutes et tous. Merci Christophe, merci à l'équipe d'Envirobat. Et merci à vous tous de participer à ce webinaire. Bon, je participe à ce webinaire en tant que président d'Envirobat Occitanie, mais surtout pour m'instruire personnellement de cette nouvelle version du référentiel, de cette nouvelle version de la démarche. Alors, la démarche BDO évolue et c'est essentiel. C'est une nécessité et aussi elle évolue avec cet ADN qui nécessite la participation de tous les acteurs professionnels pour construire un référentiel adapté aux besoins du terrain. Et donc, je vais renouveler à l'attention de tous les accompagnateurs qui sont là, de tous les professionnels qui sont membres de commissions ou qui s'impliquent dans la construction de ce référentiel. Nous devons bien sûr développer les démarches et c'est un besoin crucial dans l'intérêt général de la profession que j'ai vérifié encore hier soir. Je vais vous en dire un mot. Mais nous comptons surtout sur vous tous pour maintenir un haut niveau de qualité de projet et un accompagnement tout au long du projet jusqu'à la phase usage. J'insiste sur ces deux points parce que ça me paraît essentiel. Et bien sûr, le développement des démarches grâce à aussi cette nouvelle version vers plus de rénovation, vers plus de rénovation pour prendre plus de place aussi dans notre pourcentage de projets, parce qu'aujourd'hui, on a toujours un nombre de projets neufs en accompagnement BDO qui est plus important que les projets en rénovation. Voilà. Et donc, un mot, parce que j'ai assisté hier soir à une table ronde organisée par Oppidea Europolia à Toulouse, une table ronde sur les thèmes de la biodiversité, de l'eau, du confort d'été et de la frugalité. Donc, 4 enjeux majeurs pour produire des espaces de vie en cohérence avec le changement climatique. Et donc, les participants avaient travaillé pendant 2-3 heures auparavant et donc ils nous ont fait une restitution. Et je me suis rendu compte à l'évidence, et j'avais envie de leur dire à tous, mais utilisez la démarche BDO et le nouveau référentiel, et vous verrez que ça se passera beaucoup mieux et que vous aurez beaucoup de réponses à vos questions. Voilà. Donc, on est vraiment dans le coup, je dirais, avec et donc maintenant, bon, j'ai hâte de découvrir cette nouvelle version que va nous présenter Christophe et l'équipe. Donc merci Alain pour ce premier échange. Je vais rappeler quand même l'émission socle d'Envirobat en introduction aussi de cette démarche. Puisque le travail a été fait aussi par le réseau de professionnels et Envirobat a pour mission principale de mobiliser et outiller les professionnels de l'acte de bâtir et d'aménager pour contribuer à réduire l'empreinte environnementale de tous les projets d'aménagement et de bâtiment. Et donc Envirobat, c'est un réseau d'acteurs qui a contribué à construire le référentiel V4. On fait partie d'un réseau qui est très large, le réseau bâtiment durable, qui est co-animé par l'ADEME et le plan bâtiment durable. Il y a un centre de ressources par région, hein, que vous voyez sur votre écran.
Nous, on pilote la région Occitanie pour les professionnels et on retrouve aussi dans ce réseau l'alliance HQE et Effinergie qui participent activement et avec qui on travaille régulièrement notamment. Il y a d'autres régions qui portent les démarches bâtiments et quartiers. Il y a la région Sud-PACA, la région Nouvelle-Aquitaine, la région Bourgogne-Franche-Comté et la région Bretagne, ainsi que la région Île-de-France. Donc on couvre aujourd'hui sur les démarches enfin, la moitié du territoire et plus de la moitié de la population française. Envirobat, donc c'est une association qui a été créée en 2017, mais qui a déjà une quinzaine d'années d'expérience et de vie de réseau. Il y a 30 administrateurs qui composent l'association que vous retrouvez ici sur la gauche de votre écran. Et on est 13 salariés à Toulouse et Montpellier. Envirobat, c'est 300 adhérents répartis dans les différentes catégories que vous voyez à l'écran. On est au service de tous les professionnels de l'acte de bâtir et d'aménager, donc que ce soit les maîtres d'ouvrage, les représentants de la maîtrise d'œuvre, AMO, bureaux d'études, architectes, les entreprises de mise en œuvre, bien évidemment, mais aussi tous les réseaux qu'on peut retrouver autour de la recherche, de la formation, des pôles de compétitivité, mais aussi les industriels, négociants qui font partie du réseau Envirobat. Donc un réseau très fort. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, Envirobat est financé principalement enfin pas principalement, pardon, par les pouvoirs publics que sont l'ADEME et la région. Et on retrouve sur certains projets, et c'est là où je vais m'arrêter quelques instants, des financements par projet. Et donc ça a permis aussi de construire le référentiel sur le sujet, enfin en tout cas de le renforcer sur le sujet de l'eau, de la santé et aussi du réemploi. Et puis on mène un certain nombre de conventions de partenariat avec quelques opérateurs pour essayer de démultiplier la démarche sur les territoires. Par rapport à la stratégie d'Envirobat, donc comme le disait Alain, on a mis le focus depuis presque 5 ans maintenant sur soutenir la rénovation durable et l'exploitation efficiente des bâtiments. On n'oublie pas bien évidemment l'exemplarité dans la construction neuve. La partie aménagement qui est représentée ici avec la promotion d'un aménagement plutôt circulaire et frugal sur les territoires. Et de manière transverse, on essaie en tout cas, on facilite la structuration des filières locales de matériaux bas carbone et de réemploi, avec, on va dire, en filigrane, ces mots-clés que vous voyez à l'écran, la frugalité, la résilience, c'est-à-dire l'adaptation au changement, et l'innovation qui fait partie de l'ADN de la stratégie Envirobat aujourd'hui. Les 4 missions socles d'Envirobat, c'est de sensibiliser, informer, outiller les acteurs avec la partie centre de ressources. Ça, c'est le cœur historique d'Envirobat Occitanie. Hein, c'est de là qu'est née la mission Envirobat Occitanie. Et puis en parallèle, on mobilise, on développe le réseau des adhérents pour valoriser leur expertise notamment. On accompagne la transformation des pratiques avec la partie formation, puisque Envirobat est organisme de formation certifié KIOP. Et on accompagne bien évidemment tous les maîtres d'ouvrage et plus largement les équipes projets sur les enjeux de la qualité environnementale avec les démarches bâtiments et quartiers durables Occitanie. Quelques indicateurs clés côté acteurs. C'est environ 4000 professionnels sensibilisés par an avec Envirobat Occitanie. On a 2800 acteurs référencés sur notre cartographie des projets exemplaires que je vous invite à consulter puisque c'est une vraie mine d'informations. Et on forme à peu près 120 professionnels par an à travers l'organisme de formation. Côté projet, aujourd'hui, la cartographie est composée de 365 opérations exemplaires, dont 230 en démarche bâtiment durable. Et il y a 5 quartiers qui sont engagés en démarche QDO aujourd'hui. Alors, je vais maintenant aborder la partie qui vous intéresse le plus et pour laquelle vous êtes inscrit à ce webinaire. Donc, l'évolution du référentiel qui passe d'une V3 à une V4. Donc, je vais revenir dans un premier temps sur la jeunesse qui a permis d'aboutir à ce nouveau référentiel. Et puis, dans un deuxième temps, on fera un focus sur l'ensemble des thématiques et ce qui a été modifié à l'intérieur du référentiel.
Donc, pour revenir sur la jeunesse, donc c'est un travail de longue haleine. Le référentiel a été construit par les professionnels dans le cadre du système participatif de garantie. Donc, le système participatif de garantie, c'est le cœur du réacteur de la démarche bâtiment et quartier durable et qui met en fait au cœur du processus l'ensemble des participants, les professionnels de notre réseau. Donc, on a mené un certain nombre de groupes de travail tout au long de ces années. Donc, depuis 2019, on a fait un premier tour autour de toutes les thématiques de la démarche, qui a permis de récolter pas mal d'informations et de matières autour de ces différents sujets. Donc, c'est environ 3-4 réunions en moyenne par groupe de travail. Donc, si on fait la multiplication, on se retrouve avec au total à peu près 14 GT et à peu près, on va dire, 7 participants en moyenne. Donc, on a mobilisé pour la construction du référentiel à peu près 294 professionnels pour l'évolution du référentiel. Donc, c'est dans ce cadre-là que s'est construit le référentiel. Donc, comme je le disais, un premier tour sur les 7 thématiques, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des thématiques qui n'étaient pas assez présentes ou assez renforcées encore dans le référentiel. Donc, on a mené un second tour de sujets, donc sur la question des usagers et de l'usage, sur la question ici de la biodiversité, sur la question du confort et de la santé. Donc, ce projet-là a été financé par le PRSE 3 dans le cadre d'un financement avec l'ARS. Un sujet plus prégnant sur le sujet de l'eau, financé par l'Agence de l'eau Adour-Garonne, et un sujet autour du réemploi financé par le projet Roxy, Circulaire et Life Waste to Build. Et puis enfin, on a terminé le tour de table avec des travaux sur le sujet de la réhabilitation. Alors, je vais faire rentrer certains participants qui viennent d'arriver. Hop, voilà. Donc, tout ça pour dire que à la fin de l'année 2023, début 2024, on a eu une période de validation de tout ce travail-là. Donc, on a construit le référentiel avec les pros pendant 4 ans et on arrive à ce travail de validation et de certains ajustements. Et là, depuis le 24 mai dernier, on a transmis le référentiel à tous les accompagnateurs pour qu'ils puissent s'en emparer et mettre en test notre référentiel pendant une période d'une année. Donc j'insiste sur cette période d'une année qui va permettre à notre référentiel de vivre, mais en même temps de récolter tous vos retours utilisateurs, parce que c'est important pour nous d'avoir vos retours utilisateurs pour vérifier que on est bien sur des bonnes confrontations par rapport au terrain et notamment à vos contraintes projet. Donc n'hésitez pas, on va mettre en place, je pense, un formulaire pour recueillir tous vos témoignages sur le référentiel V4. Et comme ça nous permettra derrière de pouvoir organiser un groupe de travail de revoyure, donc au printemps 2025, pour pouvoir réajuster éventuellement le référentiel s'il y a des sujets qui doivent l'être. Si j'avance sur la présentation, voilà le petit info que je vous ai indiqué donc, par rapport au système participatif de garantie. Par rapport à la démarche, donc l'objectif est toujours d'accompagner les projets sur les 3 étapes d'évaluation, la conception, la réalisation et l'usage, avec la nécessité d'avoir un accompagnateur ou une accompagnatrice tout au long des étapes de la démarche. Donc ça n'a pas changé, la V4 n'apporte pas de changement fondamental, si ce n'est qu'on va vérifier la mission de l'accompagnateur sur les 3 phases, pour s'assurer voilà, que pour le maître d'ouvrage, nous, on fait payer au maître d'ouvrage les 3 étapes. Donc, on veut s'assurer que la mission d'accompagnement, elle prend bien en compte ces 3 étapes-là. Sur la partie, enfin, le principe général de la démarche, donc évaluer les projets, enfin, que ce soit un outil d'accompagnement puis d'évaluation des projets avec 4 niveaux de performance. Aujourd'hui, le référentiel V4 n'apporte pas de modification particulière par rapport à ça. On reste toujours sur les 4 niveaux de médaille que vous connaissez déjà. CAP, qui est le premier pas, l'entrée en démarche. Et puis ensuite, bronze, argent et or pour les niveaux suivants. Donc pas de changement particulier à ce niveau-là. On a toujours aussi la contextualisation
de notre référentiel par rapport à la typologie des bâtiments, par rapport à la nature des travaux, donc si on est plutôt sur des travaux neufs ou réhabilités, par rapport à la densité dans laquelle le projet est construit, zone rurale ou plutôt urbaine, et par rapport aux paysages et climats qui composent la région Occitanie, donc avec les trois principales données que vous trouvez, les principaux contextes pardon, que vous trouvez, Méditerranée, plaine des collines et montagne. Donc pas de changement particulier par rapport à ça. On a essayé de recentrer un peu les questions pour que ça corresponde bien au contexte. Donc vous retrouverez, vous avez toujours la possibilité de contextualiser votre projet par rapport à tous ces contextes-là. Ensuite, on a toujours également des prérequis progressifs et adaptés à chaque niveau d'ambition de la démarche. Donc cap, bronze, argent et or, vous avez des prérequis. La particularité, c'est que dans la démarche BDO, il y a des prérequis qui sont graduels et cumulables. Donc, pour vous donner un exemple de ce que l'on entend par graduel, eh ben, c'est sur le sujet du confort d'été, par exemple, mais il n'y a pas que celui-là, il y a aussi le sujet des matériaux. Vous avez, en fonction du niveau visé, un objectif à atteindre qui n'est pas le même, et donc c'est ce qu'on appelle le côté graduel. Et sur la partie cumulable, ben, pour atteindre par exemple le niveau argent, il faut respecter l'ensemble des prérequis qui sont accessibles pour chacun des niveaux. Donc ça, c'est le côté cumulable. Donc ça n'a pas changé. Le principe reste le même que par rapport à la V3. On n'a pas changé ce principe de fonctionnement. Si on zoome un peu sur le référentiel maintenant, là, pour le coup, la version 4 a redistribué le référentiel, a renforcé un certain nombre de sujets, et on reste par contre sur toujours les 7 thématiques de la démarche que vous connaissez, donc ça n'a pas changé. Et pour vous donner un ordre d'idée, dans la construction du référentiel, donc il y a à peu près un tiers de nouveaux moyens. Donc les moyens, c'est les questions qui sont posées au projet. Vous avez à peu près 34% de nouveaux moyens et il y a 22% de moyens qui n'ont pas du tout bougé, 44% qui ont été modifiés. Alors, les modifications, elles sont parfois à la marge. Donc, on pourrait presque les mettre dans la rubrique inchangé, mais comme elles ont été un petit peu modifiées, ça veut dire on a apporté de la précision, on a modifié parfois un peu le sens de la question posée au projet. Mais globalement, voilà, il y a des choses que vous allez retrouver par rapport à la version 3 que vous connaissiez déjà. Donc ça représente, si on cumule les deux, à peu près 2 tiers du référentiel aujourd'hui. Donc il y a un tiers finalement qui est vraiment nouveau par rapport à la V4, à la V3. Par rapport à la répartition du nombre de points par thématique, ça n'a pas changé. On reste toujours sur le même nombre de points que vous aviez avant sur l'ancien référentiel et on arrive toujours à peu près 300 questions au total posées autour d'un projet une fois que le projet est contextualisé. Maintenant, si je focus un peu sur les principales évolutions du référentiel par thème, c'est là où en fait vous attendez peut-être les compléments d'information. Donc on a un peu changé le lexique, ça il faut que vous l'ayez en tête. C'est pour ça que je parle de moyens. Avant on appelait ça des critères, maintenant on appelle ça des moyens. Bon, ça reste toujours on reste toujours sur les 4 niveaux de lecture malgré tout, mais avec un changement de langage qu'il faudra s'approprier aussi bien nous que vous, parce que nous on a aussi nos habitudes de lexique et voilà, donc il faut qu'on se les approprie. Donc thème, sujet, objectif et moyen, c'est la nouvelle dénomination que vous allez retrouver dans le référentiel. Alors maintenant, si on fait un focus sur les prérequis, pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est la slide que je vous ai présentée un petit peu avant. Là, c'est pour vous montrer ce qui est nouveau, ce qui a été renforcé, modifié, ou parfois où il n'y a pas eu de changement. Donc le code couleur, c'est en vert, bah, c'est tous les nouveaux prérequis qui ont été apportés dans dans le référentiel. En orange, c'est tout ce qui a été renforcé, modifié ou réécrit. Et en violet, on estime que c'est des choses que là, il y a eu peu de changements. Alors, il peut y avoir des petites modifications à la marge dans l'écriture, mais fondamentalement, ça n'apporte pas de changement majeur dans la compréhension et dans l'objectif à atteindre. Donc, vous voyez, il y a quand même des prérequis qui sont nouveaux dès l'entrée en démarche d'un projet.
c'est là où voilà, il y a cette nouveauté qui apparaît. Vous avez des prérequis renforcés aussi dès en fait, le chantier propre. Avant, il existait pour le niveau bronze. Maintenant, on l'a mis en place dès le niveau cap. Donc voilà, il y a quelques nouveaux prérequis, quelques nouveautés aussi par rapport à certains sujets que vous allez retrouver ici, alors qui sont détaillés après, vous verrez, hein, parce que là, c'est que les terminologies, on va dire, de titre de ces prérequis, mais après, il y a la question qui est posée au projet, qui est beaucoup plus complète que celle que vous voyez à l'écran. En termes d'affichage, voilà, on a ce principe. Donc, oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que l'outil est maintenant, en tout cas sur cette première année de test, est sur un format Excel. Donc, on a un fichier Excel qu'on a distribué à tous les accompagnateurs. Et c'est un système Excel avec des macros. Donc, il y a la possibilité d'aller cocher des cases, ça s'affiche avec le niveau hors visé, par exemple, sur les prérequis, etc. Et d'un coup d'œil, on voit là où on se positionne par rapport au référentiel. Donc, par exemple, là, si j'ai tout coché au niveau or, mais que j'ai un prérequis du niveau bronze qui apparaît, ça veut dire que j'ai encore un effort à faire ici pour valider le niveau or. Donc, attention à ça. Mais en tout cas, vous avez un affichage qui devient plus facile à lire peut-être qu'avant. Je reviens un petit peu avant sur ce qui a été renforcé aussi. Avant, on avait le confort d'été, donc la STD était obligatoire pour le niveau argent et le niveau or. Aujourd'hui, elle est obligatoire dès le niveau bronze. Ça, oui, j'ai oublié de parler des prérequis qui peuvent être impactants pour le référentiel et donc le projet. Donc la STD obligatoire dès le niveau bronze. Vous avez aussi un calcul de coefficient de biotope par surface à effectuer, mais il n'y a pas d'imposition du résultat dans le prérequis. On verra comment on le grade plus tard. Mais en tout cas, dans le référentiel, il y a des niveaux supplémentaires d'exigence. Mais au niveau du prérequis, il n'y a pas d'enjeu majeur. Au niveau des matériaux, bon, on reste toujours sur une approche de graduation aussi pour le nombre de points atteints dans le thème matériaux à chaque fois qu'on avance dans le référentiel. Il y a quelques nouveaux arbitrages qui ont été faits, notamment sur les niveaux argent et or. En cas de déconstruction, il y a une petite réflexion à mener par rapport au sujet du réemploi. Donc ça, c'est nouveau aussi. Et puis après, si je reviens un petit peu en arrière, les nouveautés, là, la justification du choix d'une construction neuve plutôt que la réhabilitation, ça fait partie de la stratégie Envirobat, vous l'avez compris, de mettre en place un peu plus de focus sur les projets en réhabilitation, parce qu'on a un vrai parc qui vieillit et qui mérite d'être réhabilité. Et donc, les projets neufs devront justifier du choix d'une construction neuve plutôt que le choix d'une réhabilitation. Ça, c'est nouveau. L'accompagnement pour les 3 phases, j'en ai déjà parlé. La mobilité, la question de la mobilité devient un peu plus présente aussi dans les prérequis. Elle était déjà dans le référentiel, mais on va demander une description de la desserte du bâtiment par rapport au projet. Et sachant que pour les niveaux bronze, pour les niveaux, pardon, argent et or, on demandera en plus à ce qui est une livraison des équipements de mobilité en même temps que la livraison du projet. Donc ça fait partie aussi des nouveautés. Les protections solaires adaptées, elles étaient un peu inscrites en substance par rapport au principe du bioclimatisme. Là, on les a écrites directement dans les prérequis, donc ça aussi c'est nouveau. Et l'intégration des parties prenantes, dont l'usager, au processus de l'opération, avec un niveau d'information pour le niveau CAP, un niveau de consultation pour le niveau bronze et un niveau de concertation pour le niveau argent et or. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau. J'ai parlé de tout ça. Et oui, après, ce qui est nouveau aussi, qui arrive par rapport au niveau de confort d'été, c'est aussi la prise en compte de la notion d'îlot de chaleur urbain dès le niveau argent et or de la démarche. Donc les prérequis ont été un peu retravaillés quand même, donc renforcés sur certains aspects, des nouveaux prérequis pour aller encore un peu plus loin sur certains sujets. Et puis vous voyez, il y a quand même des prérequis qui n'ont pas évolué.
Si on fait un focus maintenant, thème par thème, donc là, on a rebasculé le thème gestion de projet en thème numéro 1. Avant, c'était le thème numéro 7. Maintenant, il devient le thème numéro 1. Parmi les principaux changements, en fait, c'est les deux nouveaux sujets là, qui ont été amenés ici, en tout début du thème gestion de projet. Un premier sujet sur l'intégration du changement climatique et un deuxième sujet sur la question de réhabiliter plutôt que construire neuf. Donc c'est un peu la valorisation de la stratégie du maître d'ouvrage qu'on veut mettre en avant ici. Vous avez ces nouveaux sujets qui viennent renforcer le référentiel. On retrouve toujours la planification du projet selon l'avancement du projet, programmation, conception, la phase travaux et la partie usage. Et puis on met en avant bien évidemment toujours le savoir-faire des professionnels, mais il n'y a pas ou peu de changements, on va dire, sur ces deux derniers sujets. Donc, euh, voilà, je vous ai mis aussi, on retrouve un peu les ratios de nouveaux moyens, moyens inchangés, moyens modifiés par thématique ici. Donc ça aussi, ça va permettre de voir est-ce que ce thème-là a beaucoup changé, pas beaucoup changé. On est un peu dans la proportion globale de l'ensemble du référentiel ici. Et puis, je vous ai remis la pondération également que vous allez retrouver. Donc la pondération, donc on a les fameux 13,5 points qui permettent d'obtenir on va dire le nombre de points finaux, le nombre de points final, pardon, à la fin du référentiel quand on fait l'évaluation. Et vous avez la répartition de ces points-là par sujet et par objectif. Comme ça vous permet de voir comment sont répartis les points ici. Donc, on a donné un poids assez fort finalement pour ces deux nouveaux sujets, hein. Donc, voilà, ils peuvent avoir un vrai impact sur le nombre de points obtenus à la fin de l'évaluation. Et c'était l'intention qui était donnée. Donc, intégrer le changement climatique, on va mettre en place l'année prochaine un groupe de travail pour aller plus loin. Là, je vais vous montrer en quoi ça consiste. Donc, pour l'instant, là, c'est une vue du référentiel que vous avez à l'écran. Je vais avancer comme si on- on validait en fait chaque moyen. Donc sur le projet anticipe le changement climatique à l'horizon 2070 sur un ou plusieurs thèmes de la démarche, vous avez le choix de sélectionner un thème, deux ou trois thèmes ou quatre thèmes, ou si c'est pas visé, vous avez la possibilité de ne pas le viser. Si vous ne le visez pas, vous n'aurez pas les points, bien évidemment. Et si vous visez, par exemple, quatre thèmes dans la démarche, ça vous apporte déjà 2,70 points dans le référentiel. Donc la stratégie, elle est quand même assez marquée ici. On veut que le projet anticipe le changement climatique à l'horizon 2070 sur un ou plusieurs thèmes de la démarche. Et c'est dans cette vocation-là qu'on va travailler l'année prochaine avec un groupe de travail dédié pour essayer de renforcer peut-être à travers des moyens ou une revisite du référentiel sur certains aspects pour renforcer ce sujet-là à l'intérieur de notre référentiel. Mais ça nous paraissait important de le prendre en compte parce qu'on l'a bien vu avec les épisodes de pluie récents, avec voilà, les épisodes d'incendie, de sécheresse, etc. C'est un vrai sujet qu'il faut prendre en compte. Ensuite, il y a un deuxième sujet, là, le choix d'un site à réhabiliter ou d'un site neuf a été étudié. Ben voilà, là c'est pareil, on a essayé de travailler le référentiel. Donc là, on a un système juste de c'est atteint, non atteint ou non visé par le projet. Donc vous avez la possibilité de l'atteindre. Et si vous l'atteignez, ça apporte un certain nombre de points, 1,44 ici dans le référentiel. Sachant à chaque fois que l'équipe projet vise un moyen, donc répond à la question qui est posée dans le référentiel, chaque moyen doit être justifié par l'accompagnateur ou l'accompagnatrice BDO et par l'équipe projet plus largement en fonction des questions qui sont posées. Donc les accompagnateurs auront la possibilité d'écrire ici la manière dont ils justifient chaque moyen, d'apporter la preuve avec un document ou pas, parce que des fois en conception, il n'y a pas encore les documents. Le principe reste le même, on est toujours à l'écoute des intentions
pour valider les moyens. Et de toute façon, on aura toujours un espace réservé à Envirobat qui permettra derrière de valider ou pas les moyens qui sont atteints et visés par les équipes projet. Donc le principe de fonctionnement reste le même. Si j'avance sur le thème territoire et site, là où on a mis le paquet, entre guillemets, donc on a réorganisé un certain nombre de sujets et d'objectifs, mais globalement, il y a peu de changements, hein. On reste sur une proportion assez similaire au reste du référentiel. On a travaillé quand même beaucoup ici avec des nouveaux moyens dans la partie biodiversité. Donc, il y a eu un groupe de travail dédié à la biodiversité qui a apporté à la fois un objectif supplémentaire dans les prérequis et aussi dans le référentiel. Donc, voilà la pondération associée à ce thème. Donc, classiquement, il est assez homogène selon les sujets, pardon, les trois sujets. Et on a les 12,6 points qui étaient déjà présents sur la version 3 du référentiel. Donc, si j'avance, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'il y a dedans, là, vous voyez un focus sur l'outil numérique qui permet de voir le thème territoire, site et biodiversité. Là, on est sur la question de les revêtements de sol extérieur sont adaptés aux usages et au climat. On a la possibilité soit de dire atteint ou non atteint ou non visé. Et quand on atteint, on obtient les points dans le référentiel de la même manière que sur l'ancienne version. Alors, là, on est vraiment sur l'ensemble de... C'est pour ça que j'ai fait le focus ici, sur le thème qui a été retravaillé principalement sur la biodiversité. Je vous ai mis un autre exemple de remplissage, avec ici le calcul du coefficient de biotope par surface, et de pleine terre aussi, on a les deux calculs à remplir. Le projet qui a atteint ces objectifs-là, eh ben, il a des points supplémentaires sur le référentiel. Donc, vous voyez, on n'est pas forcément à chaque fois dans un objectif chiffré, on est dans un objectif qui peut être qualitatif aussi dans le référentiel. Là, on est sur un objectif chiffré, là, on est sur un objectif qualitatif. Donc voilà, il y a les deux visions qui permettent d'être un peu plus enrobant. Donc, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a des fois des zones de gris. Et c'est pour ça que dans le référentiel, on aime bien discuter avec les équipes projet pour dire, ben, là, mon moyen, comment je le transcris par rapport à mon projet, ça ne s'adapte pas tout à fait, mais j'ai une réponse partielle qui pourrait peut-être en partie répondre à cette question posée. Et ben là, on discute entre l'accompagnateur et l'instructeur et on trouve parfois des moyens de dire, bah oui, dans ce cas-là, on peut l'accepter pour mon projet, et donc on valide, on va dire, ce moyen-là dans l'intention, et puis on le justifie de cette manière-là. Pour vous aider, sur l'ensemble des thématiques, on est en train de travailler sur des documents que je vous présenterai après, sur l'ensemble du référentiel, mais bien évidemment, on a un guide méthodo qui est en cours de travail. On n'a pas tout à fait fini, il nous reste encore un thème à traiter, c'est le thème confort et santé, pour tout vous le dire. Donc on a un guide méthodo qui interprète l'ensemble des questions posées au projet et avec la manière dont l'équipe projet peut répondre phase par phase à cette question-là. Hein, donc vous aurez ça à vos dispositions très prochainement. Si j'avance sur le thème matériaux. Donc le thème matériaux, le principe est globalement le même qu'avant. On a renforcé quand même un peu les choses sur l'aspect empreinte carbone des matériaux utilisés, notamment sur le gros œuvre, l'enveloppe et la partie second œuvre, avec davantage de sujets du réemploi, puisqu'il y a un groupe de travail, hein, comme je vous le disais en introduction, qui a permis d'apporter du contenu dans le référentiel pour aider le sujet du réemploi dans les projets. Donc vous avez une lecture réemploi qui a été faite et donc qui a apporté pas mal de choses dans le référentiel aujourd'hui. Donc ça, c'est important de vous le mettre en tête. Et puis, le système que vous connaissiez de curseur
qui existait que sur l'objectif gros œuvre et enveloppe, avec le curseur de la nature des matériaux, de la quantité utilisée dans le projet, de la filière économique issue de filières locales ou d'économie locale, ou de proximité géographique, pardon, existe toujours, mais a été aussi dupliqué sur la partie second œuvre. Donc ça, c'est la vraie nouveauté qu'il y a dans le référentiel aujourd'hui par rapport à ce sujet. En termes de pondération, alors là, il y aura peut-être des choses à regarder avec les projets, parce que le sujet des matériaux, comme je vous l'ai montré par rapport aux prérequis, il faut atteindre 4 points pour le niveau bronze, 6 points pour le niveau argent et 8 points pour le niveau or. Ben, il y a un vrai impact par rapport à notre référentiel. Donc, on sera en attente de vos retours, justement, pour voir comment notre nouveau référentiel répond à ces objectifs de prérequis aussi, et s'il y a des freins, si vous voyez que sur certains projets, voilà, il y a des difficultés, il ne faudra pas hésiter à nous les faire remonter, parce qu'on est aussi là pour vous accompagner sans pour autant freiner les projets. Donc l'objectif, il a été un peu plus poussé, donc un peu plus de poids sur le réemploi, sur la réhabilitation, mais on conserve bien évidemment toujours les matériaux bio géosourcés, les écomatériaux issus de filières industrielles, ça fait toujours partie de l'ADN du référentiel. Alors, je prendrai les questions plutôt sur la séquence de fin, Jérémy, si tu veux bien. Pour vous montrer comment ça fonctionne, donc on est ici sur le référentiel matériaux, sur le lot plancher dalle. Et donc, comme avant, on va retrouver les filières. Donc, est-ce qu'on a un matériau de base, c'est-à-dire qui n'apporte pas de points? Est-ce qu'on est en écomatériaux? Est-ce qu'on est en matériaux bio, géosourcés, premiers? Est-ce qu'on est en plutôt matériaux de réemploi dans le projet? Est-ce qu'on est en conservation de l'existant? Et en fonction de ce que l'on coche, on a un deuxième curseur de quantité qui apparaît. Et là, on a quelque chose d'un peu plus fin qu'avant. Avant, on avait quantité notable ou quasi-totalité. Maintenant, on a un découpage, donc moins de 25%, entre 25 et 50%, enfin moins de 25%, pardon, au moins 25%, oui, entre 25 et 50%, au moins 50%, donc entre 50 et 75, et au-delà de 75% de la quantité par rapport au lot. Donc ça, on conserve toujours ce fonctionnement euh, mais avec un système de curseur un peu plus fin qu'avant. Et puis on a toujours la possibilité de cocher issu de filières économiques locales et ou de proximité géographique ou de réemploi pour favoriser encore plus le sujet. Donc ce que je vous disais pour le thème, enfin l'objectif gros œuvre et enveloppe est vrai maintenant aussi pour la partie seconde œuvre. Donc on retrouve exactement les mêmes choses pour la partie seconde œuvre. Sur l'énergie maintenant, donc on a un thématique qui n'a globalement pas changé, la stratégie reste la même avec le scénario négawatt qu'on a depuis l'origine de la démarche, recherche d'une sobriété, recherche de l'efficacité du projet et utilisation ou production d'énergie renouvelable. Donc ça n'a pas changé à l'intérieur. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a adapté le référentiel, bien évidemment, avec la réglementation RE 2020. Donc vous allez retrouver les indicateurs qui existent dans la réglementation environnementale 2020 à l'intérieur du référentiel BDO. La particularité, c'est que pour traiter le sujet du confort d'été, l'indicateur DH, nous, on ne l'a pas pris en compte dans le référentiel. On estime que la STD est toujours de mise pour s'assurer du confort d'été, et c'est vraiment sur ça qu'il faut mener une stratégie pour le maître d'ouvrage. Aujourd'hui, la STD, elle permet de modéliser le projet selon des scénarios d'occupation, des scénarios d'usage, des hypothèses d'équipement, etc. Et là, ça permet vraiment de modéliser le projet
et d'aider le maître d'ouvrage et même l'équipe projet à faire les bons choix de conception dès la conception. Donc ça, c'est vraiment la base et on estime que l'indicateur DH n'était pas assez fort dans notre région notamment où on a une vraie question sur le confort d'été. Donc on ne l'a pas repris dans le référentiel et on garde la STD. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, la STD, c'est maintenant dès le niveau bronze où il faut s'assurer du confort d'été. Et d'ailleurs, peut-être pour vous repréciser les choses, avant on avait donc la STD qui était obligatoire dès le niveau argent et pour le niveau or. Le niveau d'argent d'avant devient le niveau bronze de la V4 et on a créé ce grade supplémentaire dans le prérequis pour aller vers ce nouveau niveau argent. Et le niveau or anciennement présent pour la STD est conservé également dans la V4. Donc on n'a pas augmenté, on va dire, le degré d'exigence par rapport au niveau or, mais on l'a recalé plutôt sur un niveau bronze et un petit peu argent pour la STD. Si on fait un focus maintenant sur le référentiel, donc on a une répartition homogène pour le coup des trois sujets, 33% à chaque fois sur l'ensemble des sujets, toujours 12,6 points dans le référentiel. Et pour vous montrer comment ça fonctionne, donc quand vous allez paramétrer votre projet pour le contextualiser, vous aurez la possibilité d'aller soit chercher pour les projets neufs RT 2012 ou RE 2020. Donc on a laissé encore la RT 2012 parce qu'il y a certains projets qui étaient soumis jusqu'à présent, donc on l'a encore laissé. Bon, peut-être dans les prochaines versions, la notion RT 2012 ne sera plus présente, mais pour l'instant, dans la V4, on l'a laissé. Donc, quand vous sélectionnez dans les paramétrages de contextualisation l'ARE 2020, en fait, vous avez après une gradation, un peu comme on l'avait avant d'ailleurs sur l'ancienne version du référentiel, pour dire, ben, moi, mon projet, il est CEP NR inférieur à moins 5% par rapport au CEP projet, au CEP RF, pardon. Donc, moins 5, moins 10, moins 15, on garde les mêmes curseurs qu'avant. Alors, peut-être, enfin, après, c'est les retours terrain qui nous indiqueront si les difficultés sont les mêmes pour atteindre le moins 5, moins 10, moins 15 par rapport à la RT 2012. Ça, je vous laisserai nous faire des retours. Mais en tout cas, la stratégie reste la même dans l'approche. Pareil sur les besoins bioclimatiques, on a la même constitution avec le BBio moins 5, moins 10, moins 15. Ce que j'ai pas dit aussi sur la partie STD, j'ai oublié, mais il y a un groupe de travail qui est en cours pour cadrer davantage la STD côté Occitanie. Donc, il y a un travail qui est mené, notamment piloté par Alain et Sandrine chez Envirobat Occitanie. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Le sujet de l'eau, donc là, un vrai sujet, comme je vous le disais en introduction, qui a été travaillé dans le cadre d'un financement de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Donc, on a un référentiel qui a été retravaillé complètement par, on va dire, un cabinet d'hydrologie, Urban Water, qui a renforcé le référentiel sur plein d'aspects, qui a apporté des nouvelles lectures de la grille. Alors, c'est un référentiel, enfin, un thème du référentiel dans la V3 qui était très pauvre. Donc là, qui est devenu beaucoup plus riche, puisque, vous voyez, il y a là, pour le coup, une part de nouveaux moyens non négligeable. Il y en a plus de la moitié, c'est des nouvelles questions qui sont posées au projet. Donc, vraiment une redéfinition de ce thème-là, avec la pondération suivante. Donc, on a une pondération homogène sur l'ensemble des quatre sujets qui composent le référentiel aujourd'hui, avec toujours ce 12,6 points au total à atteindre pour le projet. Si on rentre dans la thématique maintenant, alors vous verrez dans le référentiel, avant on avait un système de curseurs qui était en place sur le thème matériaux. Maintenant, il est un peu plus présent sur l'ensemble des thématiques. Donc, vous l'avez lu à travers pardon, peut-être les exemples que je vous ai montrés juste avant. Ici, on a redessiné un peu les objectifs. Par exemple, sur les essais ne consomment pas ou très peu d'eau potable. Ben voilà, on a un nombre de litres par chasse qui est graduel. Donc le fameux 3,6 litres, le 2,4,
le inférieur à 2,4. Ça existe hein, vraiment, il y a même des toilettes à 1 litre par chasse, donc je vous invite, de production française, donc je vous invite à aller chercher les équipements qui existent en France. Et la possibilité aussi d'aller sur les toilettes sèches, hein, donc on l'a remis sur un- un système de gradation, donc qui permet, voilà, pareil, en fonction de ce que l'on vise, d'obtenir un peu plus de points ou un peu moins de points. Pareil, là, sur le sujet réduire, alors il y a maintenant les consommations à l'intérieur du bâtiment, mais aussi à l'extérieur du bâtiment. Les espaces verts ont des besoins limités en eau en dehors des périodes de reprise et sont arrosés la nuit. Donc là, pareil, j'attends mon objectif ou je ne l'atteins pas ou il n'est pas vissé. S'il est atteint, j'obtiens des points. Et en plus, vous avez une case à cocher qui est liée à ce moyen sur les surfaces qui n'ont pas besoin d'un arrosage ou sont arrosées exclusivement par de l'eau de récupération, type récupération d'eau de pluie, pardon, canal ou etc. Donc vous avez la possibilité d'obtenir des points supplémentaires. Voilà, un peu le principe de fonctionnement. Le sujet du confort et de la santé, de la même manière que le sujet de l'eau, il a été travaillé dans le cadre d'un financement PRSE 3. Donc, on a eu un financement de l'Agence régionale de la santé Occitanie pour mener ce travail-là. Et donc, il y a le docteur Suzanne Déhou qui nous a accompagnés pour retravailler le référentiel. Donc, il a été refondu aussi avec sa lecture. Là aussi, il y a beaucoup de moyens qui ont évolué dans le projet, hein. C'est pour ça, hein, les deux travaux, enfin les deux, oui, les groupes de travail eau et santé, il y a beaucoup de changements parce que voilà, il y a une vraie expertise qui a été menée sur ces référentiels-là et donc on atteint un taux de nouvelles questions posées au référentiel assez important. On retrouve deux principaux sujets, hein, la prise en compte du bien-être physique et plurisensoriel, et tout ce qui est prévention des risques sanitaires. Donc, avant, il y avait plusieurs chapitres. Là, aujourd'hui, on a vraiment deux grands volets de lecture, mais on retrouve toujours les niveaux de confort qu'on peut attendre dans les projets. Alors, maintenant, on parle plus de confort d'été ou d'hiver, mais on parle de hygrothermique en toute saison. C'est le volet un peu nouveau de cette lecture-là. Le volet acoustique, il était déjà présent. Le côté visuel, il y était aussi. Le côté olfactif, il l'était un peu moins. Il a été renforcé beaucoup avec le travail du docteur Suzanne Déhou. Et le confort spatial et fonctionnel, il a été un peu redéfini parce qu'il existait des questions posées, notamment dans le volet territoire et site, qui ont été rapatriées aussi dans le volet confort et santé. Et on retrouve ici, bien évidemment, tout ce qui concerne les pollutions, en lien notamment avec la démarche, la méthode écrin que je vais zoomer un petit peu plus tard. La pondération, globalement, elle est assez homogène, hein, 50-50, et après une répartition homogène quasiment des objectifs, avec toujours 12,6 points à atteindre dans le référentiel. Si je focus sur le référentiel, donc ici on est sur le chapitre 6.2, donc on est dans la deuxième partie du référentiel, de ce thème-là, pardon, sur les pollutions atmosphériques. Donc je remplis mon objectif, pareil, je coche la case, ça m'apporte des points, et ainsi de suite. Là, on n'a pas vraiment de thème à curseur enfin de moyen à curseur dans ce thème-là aujourd'hui. Peut-être, il faudra le retravailler. Le seul sujet, enfin le moyen à curseur, c'est celui-ci, mais qui n'est pas encore actif. Alors, vous avez la possibilité de viser écrin dans les paramètres du projet. On va mettre en place la méthode écrin à compter de 2025. Et donc, on activera cette partie-là du référentiel quand ce sera vraiment opérationnel. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée que, en gros, aujourd'hui, si dans le chapitre 6.2, vous êtes en démarche écrin niveau A, ben, sans forcément répondre à toutes ces questions-là, vous aurez 100% des points du sujet. Hein, donc ça veut dire 100% des points, c'est 6,30 points, puisque le thème vaut 12,6. Hein, donc 6,3 points. Si vous êtes en niveau argent, c'est 90%, et si vous êtes en niveau bronze, ce sera 80% du sujet.
Donc la méthode écrin, si vous voulez en savoir plus, on pourra vous fournir de l'information. Mais c'est une méthode qui vise à améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments, hein. Et donc c'est une méthode éprouvée qui va être portée par Envirobat Occitanie très prochainement. Et on est en train de préparer justement la formation des futurs accompagnateurs écrins. Donc on espère pouvoir se positionner en fin d'année sur une offre de formation à ce sujet. Sur le thème social et économie, en fait, vous verrez, c'est presque ce thème-là qui n'a pas ou peu évolué dans le projet, hein. Il n'y a pas de nouveaux moyens. Donc c'est le seul sujet où il n'y a pas de nouvelles questions posées. Bon, on a retravaillé quand même les questions, bien évidemment, à l'intérieur, mais il n'y a pas eu de redéfinition de l'ensemble de ce thème-là. Donc on retrouve bien évidemment ce que vous connaissez déjà, l'approche en coût global, la gouvernance partagée, le bien vivre ensemble, l'évolutivité du bâtiment et une partie sur la prévention des risques et des nuisances, donc avec un découpage qui s'opère de cette manière-là. Si je fais un focus sur la partie du référentiel, donc on est ici sur la question du coût global. Si j'effectue un calcul simplifié en coût global, je peux cocher la case. Si j'effectue un calcul en coût global avec deux variantes étudiées, bah, j'aurai un peu plus de points. Et donc, voilà, ça permet de la même manière, avec un système de curseur, d'obtenir, enfin de valider les intentions du projet. Sur la question de la mobilité, pareil, ici j'ai une question sur la mobilité, une évaluation de la mobilité réalisée sur le projet. Donc, vous verrez dans la fiche info, il y a une aide détaillée pour vous guider sur quel outil il faut aller. Mais voilà, si vous l'avez faite à tel moment, ben, ça vaut des points. Et si vous avez fait, si cette évaluation, pardon, a permis de faire des choix en faveur de la mobilité dans votre projet, ben, vous aurez un peu plus de points que si vous ne l'avez pas fait avant. Voilà. Donc, c'est un système, toujours, on essaie d'être dans une approche pédagogique avec ce système de curseur. Maintenant, on a toujours pour les projets, il n'y a pas de changement, une vue radar qui reprend thème par thème l'objectif. Alors là, c'est ce que j'ai coché dans le référentiel pour faire le webinaire, hein. Donc aujourd'hui, voilà, vous avez pour les radars niveau or, on est plutôt sur une approche très homogène qui se trouve par ici en général. Là, j'ai fait le test qu'avec quelques questions, mais vous voyez le poids de certaines questions, notamment sur la gestion de projet, l'adaptabilité au changement, la stratégie rénovation plutôt que de construction neuve, ça apporte quand même déjà beaucoup de points dans ce thème-là. Et donc, la stratégie, elle a vraiment été renforcée à ce niveau-là. Sur les matériaux, pareil, de la même manière, sur le sujet du réemploi, etc., on a donné beaucoup de poids aussi à la conservation de l'existant, à la question de réemploi plutôt que d'apporter des matériaux neufs dans le projet. Et donc ça favorise le nombre de points dans le référentiel. Mais tout ça pour vous dire que vous avez une sortie radar comme vous la connaissiez avant, et c'est ce qui est présenté notamment en commission lors des sessions d'évaluation. Donc toujours ce récap qui existe. La petite nouveauté, c'est une vue de synthèse en histogramme qui reprend thème par thème et grand sujet, le positionnement du projet par rapport à l'objectif global de ce sujet-là. Donc vous avez voilà, un histogramme qui apparaît, et là, pareil, il apparaît en fonction de ce que j'ai commencé à cocher dans le référentiel. Donc c'est normal que vous n'ayez pas une vision d'ensemble, mais c'est un nouvel outil qui vous permet de dire, ah ben là, je peux encore faire un petit effort là-dessus, ou là, j'ai déjà fait l'effort et c'est pas la peine que je me projette plus loin. Bien évidemment, en termes d'outils, maintenant, avant de passer aux questions-réponses, vous avez toujours, notamment là je m'adresse au maître d'ouvrage, la possibilité d'aller consulter la page internet de Envirobat Occitanie qui est dédiée aux démarches bâtiments et quartiers. Donc après, il suffit d'aller sur la partie bâtiment si vous êtes sur un projet de bâtiment ou quartier si vous êtes sur un projet d'aménagement. Mais vous allez retrouver pas mal d'informations.
et notamment le formulaire de demande de reconnaissance, la liste des accompagnateurs et des accompagnatrices BDO, et aussi la cartographie des projets et acteurs. Et là, c'est vraiment un point sur lequel on fait de la valorisation de projet, et l'objectif de la démarche reste toujours le même. Derrière, c'est contribuer à la montée en qualité des projets à travers l'évaluation, et en même temps que ça contribue à la montée en compétence de tous. Donc, quand vous participez à une commission, finalement, vous pouvez enrichir la vision de qualité environnementale de l'équipe projet par vos propres retours d'expérience. Donc ça, c'est bien pour l'équipe projet qui vient présenter son bâtiment. Et en même temps, quand vous participez à une commission, ben, vous montez en compétence, parce que nous, on estime, alors c'est pas vraiment de la formation, mais que c'est participer à une commission, c'est quelque part participer à une mini-formation de la qualité environnementale, et on obtient quand même pas mal d'informations, on peut échanger avec les équipes, etc. Et c'est cette vision partagée qui nous paraît très très importante. Et derrière, Envirobat valorise tous les retours d'expérience sur sa cartographie, et je vous invite vraiment à les consulter, parce que vous pouvez filtrer les informations par typologie de bâtiment, par phase d'évaluation, par zone géographique, etc. Et c'est après une vraie richesse pour vous, puisque vous accédez au contenu des présentations qui sont faites en commission, et donc une vraie richesse d'informations à ce niveau-là. Je vous invite vraiment à consulter notre carto, qui est un vrai outil. Après, on est en train de développer un espace extranet donc pour les accompagnateurs et accompagnatrices BDO, et qui servira aussi pour les membres de commission dans un futur proche. L'objectif ici, c'est de retrouver alors toutes les ressources nécessaires pour poursuivre une mission d'accompagnement, donc un kit de communication dédié pour l'accompagnateur et l'accompagnatrice, le référentiel et tous ces outils. Donc ces outils, ça veut dire les présentations types, ça veut dire le guide méthodo, ça veut dire des outils qu'on aurait repérés à droite à gauche qui nous paraissent pertinents pour aller creuser certains thèmes de la démarche. Donc on essaiera de les répertorier ici. Donc là, on est en train de créer les accès. Donc vous l'avez pas, enfin, je m'adresse aux accompagnateurs. Vous n'avez pas encore reçu cet accès-là, mais on est en train d'y travailler. Et c'est sur cet espace-là que vous déposerez aussi le référentiel complété en vue de l'instruction. Donc vous aurez chacun un espace personnel sur lequel vous pourrez déposer vos documents, justificatifs, etc., et sur lequel on pourra travailler de manière collaborative. Puisque, comme vous l'avez compris, on est sur un référentiel sur Excel, et plus sur une plateforme numérique comme on l'avait avant, et donc on s'est adapté pour vous proposer une solution qui ressemble à ce qu'on pouvait trouver avant, même si ce sera bien évidemment différent dans le fonctionnement, mais je vous ai déjà adressé un premier message en ce sens-là le 24 mai dernier. Voilà, et puis là, je m'adresse à tout le monde. Si vous souhaitez un peu aller plus loin sur certains sujets, il y a quand même une offre de formation qui existe chez Envirobat, hein, puisqu'on est organisme de formation certifié Calliope. Et donc à ce titre-là, on propose des formations qui sont éligibles aux aides financières, et vous avez quand même pas mal de thématiques qui sont traitées. Donc un calendrier sur toute l'année qui est voilà, accessible sur notre site internet, il y a une page dédiée, et vous pouvez vous former sur la qualité environnementale, donc sujet très vaste, les matériaux biogéosourcés aussi, terre crue, paille, bois, etc. Le sujet du réemploi, l'ARE 2020, le sujet de l'eau qui va arriver en octobre. On a fait un webinaire la semaine dernière qui a fait un teasing de cette formation-là. Ça va être une formation hyper intéressante. On a quelques inscrits déjà, et n'hésitez pas à vous inscrire rapidement, parce que je pense que cette session va être pleine très prochainement. Voilà, et puis on proposera des nouvelles formations selon vos besoins si vous en avez. Voilà, ma présentation est terminée. Maintenant, on va passer à la séance des questions-réponses. Donc, on a démarré à 11 heures, on a jusqu'à midi et demi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, que je vous donne la parole. Oui, Isabelle. Bonjour, merci pour la présentation. Juste, je n'ai pas entendu parler de la simulation énergétique dynamique qui apparaît dans les prérequis pour l'argent et l'or sur
sur la V4 qu'on a reçue en fait en juin. Et c'est Oui, plutôt impactant. Donc dans la présentation là que tu viens de faire, il y avait prérequis et il n'y avait pas la mention de cette simulation. oui, c'est vrai. Alors, effectivement, c'est quelque chose qu'on a identifié il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est un sujet qui est venu par le biais du groupe de travail sur la réhab. Alors, attends que je retrouve mes notes. Donc, la simulation énergétique, elle fait effectivement partie des nouveaux attendus dans les prérequis. Là, je me retrouve plus. Donc, après, ta question, c'était parce que c'est impactant et du coup, tu te poses la question de la pertinence de cette SED par rapport au niveau visé, c'est ça? Non, mais dans une présentation comme tu nous l'as fait aujourd'hui, en parlant des choses qui ont changé et qui sont impactantes, Ouais. pour moi, ça en fait partie. Et donc, vu qu'on est très nombreux, on est 85, je pense qu'il n'y a pas que des accompagnateurs qui vont devoir expliquer ça. Donc, c'est vrai que ça peut apparaître comme une modification et comme importante. Je pense que c'est. Ouais, tout à fait. Bah, alors c'est vrai que nous, on l'a vu comme un complément de la STD, puisque finalement, quand on modélise une STD, on a déjà pas mal de données pour saisir la SED. Donc après, c'est vrai que pour le maître d'ouvrage, ça veut dire un bout d'étude supplémentaire forcément qui est demandé. Donc c'est vrai que ça, c'est effectivement un sujet qui peut être impactant par rapport au contenu demandé pour l'équipe projet pour valider le niveau argent notamment. Parce que ça allait demander dès le niveau argent. Juste pour la réno, pardon, hein, je me permets. Renault et Oui. neuf, hein. Ça vaut pour Voilà, les deux. Oui, d'accord. pardon. Donc, c'est quand même hyper important. Oui. Merci. Je De laisse rien. les autres questions. Merci. Ensuite, il y a Jérémy qui a levé la main. Vas-y, je te laisse le micro. Ouais, merci de me donner la parole. Du coup, je m'interrogeais là sur la question des matériaux et sur la notion de local. Est-ce qu'on peut un peu revenir là-dessus? Et bien entendu, ce qui m'intéresse, c'est surtout de comment on apporte des éléments de justification sur ce terme de local, en fait. Et ce qui me paraît important, c'est de valoriser les efforts que font certains maîtres d'ouvrage pour apporter des garanties, notamment via des démarches de traçabilité, qui forcément n'existent pas pour tout matériau, malheureusement, j'ai envie de dire. Euh, mais voilà, l'objet de ma question, de ma remarque, c'est ça en fait. Comment est-ce qu'on valorise les maîtres d'ouvrage qui vont un petit peu plus loin que simplement dire c'est un matériau local? Ce qui, à mon sens, ouvre la porte largement à des imprécisions, et une incomplétude des informations. Ouais, effectivement. Alors, on a gardé le même principe que sur l'ancienne version. Ça n'avait pas été remis en ballottement dans les groupes de travail, cette question-là, aujourd'hui. Ça mériterait peut-être effectivement d'apporter des précisions, mais qui pourront être diffusées dans le mémento, hein. Le mémento, je vous le montre, ça prend cette forme-là. C'est un guide qui reprend à l'intérieur de chaque, pardon, vous voyez peut-être pas bien mon écran, voilà, qui reprend moyen par moyen les questions posées et qui apporte une lecture de ces moyens phase par phase et comment on le justifie. Euh, Aujourd'hui, comme ça n'a pas été vraiment un sujet qui est traité qui a été traité dans les groupes de travail, on ne va pas plus loin que ce qu'on faisait avant. Mais je suis preneur de toutes les suggestions qui permettront de valider le côté local des matériaux, d'assurer la traçabilité, etc. Alors après, je sais vous accompagnez beaucoup les certifications bois des territoires du Massif central et bois des Pyrénées notamment. Là, clairement, si on rentre dans cette approche-là, ce curseur-là, il est atteint sans difficulté de notre côté, parce qu'on est vraiment sur ce qui est attendu par définition de ce bout de moyen. Après, s'il faut cadrer davantage les choses, moi je suis preneur d'éléments pour renforcer l'interprétation de cette case à cocher. Bah, moi, je me demande justement s'il ne devrait pas y avoir
c'est quelque chose à plusieurs vitesses, c'est-à-dire première vitesse, c'est notion de local, mais comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est quelque chose qui est trop évasif et trop imprécis, et surtout qui est très subjectif, suivant les uns, suivant les autres. Le local, ça peut être une échelle nationale, pour d'autres, ça peut être une échelle beaucoup plus locale autour du projet. Ouais. Et il y a aussi cette notion donc, de traçabilité qui, à mon sens, est quelque chose qui est vraiment une mesure concrète qui est mise en œuvre pour apporter une garantie sur l'origine des matériaux. Évidemment, tu as cité les deux marques là, que nous, on propose comme outil pour apporter ces garanties. Il y a la marque Bois de France qui apporte une garantie à une échelle plus large, qui est la marque, enfin, qui est l'échelle nationale, qui est peut-être un petit peu moins forte en termes de garantie que nos marques de certification. Il s'agit d'un label, mais qui néanmoins permet d'apporter quelque chose à l'échelle nationale. Et ce qui est important aussi, je l'avais évoqué à une occasion, c'est que au travers des différentes phases de contrôle des projets, cette notion soit suivie. Que ça soit pas simplement quelque chose qui soit affiché au début, mais qu'on le suive jusqu'en phase d'usage pour bien s'assurer que ça a été mis en œuvre au travers du process, et notamment que les entreprises qui interviennent ont les agréments qui vont bien pour assurer ces choses-là. Voilà. Mais tu as raison. Alors après, dans l'interprétation, souvent, ce qui est fait côté instruction, c'est on réfléchit effectivement par lot ou par filière. Parce que, comme tu le disais, il y a des filières qui sont structurées nationalement et c'est le côté local qui est au niveau national pour le coup. Donc, on ne s'interdit pas de le regarder comme ça dans les projets en tout cas. Et Ouais. nous, ce qu'on veut favoriser, c'est quand même les filières locales qui existent en région Occitanie pour dynamiser le côté économique aussi du territoire. Hein. C'est la vocation première on va dire, de cet aspect-là. Donc c'est comme ça qu'on l'avait vu dans un premier temps. Mais effectivement, selon les filières, le côté national peut être tout à fait une question locale plutôt que d'aller chercher des matériaux européens, hein, c'est sûr. Et côté traçabilité, alors nous, on essaie de s'assurer dans les différentes phases d'avancement, notamment entre la conception et la réalisation, qu'effectivement, ce qui est mis en attention est bien confirmé dans la réalisation, parce que ça, c'est important de pouvoir le valider aussi à l'issue des travaux. Donc ça, c'est le rôle de l'accompagnateur de s'assurer effectivement de cet aspect-là, et puis nous, on le consolide dans le cadre de l'instruction. Ouais, ok. Mais je suis Oui, il preneur y a en tout cette cas. notion. Ouais, pardon, Il y a cette... je suis preneur juste si vous avez déjà travaillé sur un aspect de validation qui permettrait de mieux se rendre compte de comment on peut valider, regarder la traçabilité, etc., ou par filière, comment sont répartis le côté local ou pas. Moi, ça m'intéresse de prendre en compte ces informations-là pour les partager derrière au réseau. Ouais. Ouais, si tu veux, on peut avoir un échange là-dessus, hein. Il y a les marques qui permettent d'apporter une garantie dans un cadre bien défini. Quand on n'a pas ce type de dispositif, c'est du documentaire et de la traçabilité physique qui peuvent être mis en place. Donc, est-ce que les accompagnateurs poussent la démarche jusqu'à obtenir ces éléments-là? Moi, je pense que ça serait intéressant de le faire. Mais effectivement, ça rajoute un travail enfin, ça rajoute un travail, mais qui permet d'apporter les justificatifs. Moi, ça me dérange toujours quand on parle de matériaux locaux sans dire ce que ça veut dire derrière, quoi. Voilà. Ok, ça marche, c'est entendu. Merci. Ensuite, il y avait Amandine qui a levé la main. Oui, bonjour. Alors moi, je me posais la question, j'ai vu qu'elle avait déjà été posée par Virginie Rouvière et qu'il y avait eu une réponse d'Alain Brochard pour l'applicabilité de la version, parce qu'il y a des projets qu'on n'avait pas forcément encore enregistrés en V3, sur lesquels il n'y a pas encore eu de devis. Moi, par exemple, je suis sur des projets où je suis AMO, donc du coup, on n'a pas encore, voilà, on est vraiment au stade de la définition du programme et de la faisabilité. Mais effectivement, je ne sais pas s'il y a assez de données à ce stade pour enregistrer un projet dans la mesure où la maîtrise d'œuvre n'a pas encore été désignée. Voilà, donc du coup, je me posais un peu la question, de comment on fait pour les opérations où on est AMO, on a déjà fait des honoraires, on a déjà fait une faisabilité, des ébauches de programme.
voilà, je voulais savoir si c'est au cas par cas que vous allez déterminer. Oui, alors pour répondre à cette question-là, nous, on a envoyé le référentiel V4 le 24 mai dernier, donc c'est la date un peu qui marque le coup pour l'envoi de la V4. Après, on est bien conscient effectivement que vous avez certaines fois travaillé sur des projets, sur des anciennes versions de référentiel, notamment la V3.3.2. Si vous avez déjà démarré un projet sur la V3.3.2, il n'y a aucun souci, vous continuez à travailler sur D'accord. cette version-là. Nous, ce qu'on estime, c'est en Même si on l'a gros, pas encore enregistré, quoi. non, à partir du moment où vous avez déjà fait la programmation, etc., je pense que Ouais. c'est bien de rester sur la V3.2. Après, si on vous encourage quand même à basculer Oui, sur la oui. V4 si vous y voyez un intérêt. Et nous, on y Ouais. voit un intérêt de notre côté. C'est déjà que vous puissiez vous approprier le projet et le Mhm. référentiel. Et nous, en plus, ça nous permet d'avoir du retour d'expérience vraiment terrain, du retour Oui. terrain pour Mhm. pouvoir justement mener ce fameux groupe de travail en 2025 qui permettra de faire des arbitrages peut-être au moment du GT de revoyure. D'accord. Ok. Donc voilà, on vous encourage à le faire, mais par contre, on ne vous impose pas de le faire. Par contre, D'accord. à partir du moment où vous n'avez pas créé de projet sur le Beluga depuis le 24 mai dernier, là, le choix de la V4 s'impose. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Mhm. D'accord. Mais ça, c'est si vous n'avez pas déjà démarré un projet sur l'ancienne version. Ok. Voilà, mais Ça on vous marche. encourage. Voilà, l'objectif, c'est de vous encourager à utiliser la V4, bien évidemment. Ok. C'est noté. Merci. Voilà. Merci. Ensuite, il y avait Antoine. Antoine, je t'invite à ouvrir ton micro. Alors, ouais, en fait, c'est pas Oui. Antoine, c'est Laurent sur l'ordi Ah, d'Antoine. pardon. C'est pas grave, Bonjour on est Laurent. ensemble. Bonjour. Deux questions. La première, c'est sur l'adaptation de certains moyens à la phase. On donnait l'exemple tout à l'heure là d'histoire des matériaux locaux. En conception, dire qu'on va utiliser des matériaux locaux, c'est un vœu pieux. Ça devrait, à mon avis, être par exemple moins valorisé que de dire en réalisation, on peut justifier qu'on a utilisé des matériaux locaux. Mais voilà, d'une manière plus générale, est-ce qu'il y a des moyens qui ont été adaptés en fonction de la phase? Ça, c'est la question 1. Et la deuxième est beaucoup plus simple, c'est comment dans la V4 est pris en compte le béton qui était beaucoup trop valorisé dans les versions précédentes. Alors, première question. Donc, il n'y a pas de moyens qui ont été adaptés par rapport à l'état d'avancement du projet. C'est-à-dire qu'on a une grille qui reste toujours identique en conception, en réalisation et en usage. Il y a toujours la possibilité donc de passer en phase réalisation une fois qu'on a terminé la conception, une fois que le projet est évalué en commission de conception, on passe à l'étape suivante. Et donc on garde l'affichage de ce qui était prévu en conception dans la phase suivante. Après, c'est un peu la manière dont travaille l'accompagnateur qui va déterminer si on est plutôt, on va dire, euh, Optimiste peut-être. optimiste, voilà, vis-à-vis des attendus de l'équipe projet et de la grille, et qui permet du coup de peut-être d'afficher un peu plus de moyens cochés et qui permet d'obtenir plus de points, ou alors est-ce qu'on est plutôt réaliste et on se dit, bah, là, je ne l'ai pas encore officiellement validé dans mon équipe projet, donc je ne vais pas le cocher et je le cocherai à l'étape suivante. Donc là, ça reste toujours de l'appréciation de l'accompagnateur ou de l'accompagnatrice qui fait ce travail de dire, bah, j'y vais ou j'y vais pas sur ce moyen-là et je le consoliderai plus tard. Moi, j'ai tendance à dire, soyons peut-être un peu moins fort sur la phase conception et à valider, confirmer sur l'étape réalisation certaines choses. Mais après, voilà, nous, on préfère que le projet progresse d'une étape conception vers une étape réalisation et usage que qu'il rétrograde de niveau Ouais. ou de points en moins. Voilà. Nous aussi, on fait toujours comme ça, mais voilà, ce serait plus confortable pour tout le monde si il y avait des gradations différentes selon les phases. Je pense à tout ce qui est relatif au chantier propre. Il y a pas mal de moyens relatifs à ça. Ben, en conception, on dit qu'on va faire comme ça et c'est tout, quoi. Bon, Ouais. ok. Et la question Ouais. 2, c'est le béton. Et la question 2 sur le béton, alors le béton est
et si je reviens en arrière, est toujours valorisé dans le référentiel. Alors, toujours dans les écomatériaux, si c'est du béton bas carbone. Si c'est du béton, on va dire classique, on reste sur les matériaux de base. Et on aura toujours la possibilité de cocher les filières. Par contre, en fait, c'est dans la pondération des points, il y aura, en fait, la gradation, il y avait déjà moins de points sur le référentiel V3. La redistribution est beaucoup plus favorable aujourd'hui à la conservation de l'existant et au réemploi qu'aux matériaux biosourcés et qu'aux matériaux et matériaux de base. Et donc, les matériaux de bio et géosourcés se trouvent un peu au milieu avec un peu plus de cotation. Et les matériaux, les écomatériaux issus de filières industrielles, on ne veut pas les écarter parce qu'on sait que les industriels se structurent et font des efforts. Et donc, on ne veut pas écarter ces matériaux-là dans le référentiel, bien évidemment, ce n'est pas du tout l'objectif, parce qu'ils apportent beaucoup au projet. Et donc, voilà, ils sont cotés ici, mais après, je vous invite à regarder le référentiel pour voir comment ça réagit. Et là encore, s'il y a des choses et qui voilà qui correspondent pas aux visions de terrain, bah, n'hésitez pas à nous le faire savoir parce que ce sera le moment de le tester pour cette année 2024, début 2025 et de se revoir en 2025, au printemps 2025 pour éventuellement regarder ce qui a été fait dans les projets et comment on arrive à cet objectif. Après, juste par rapport au béton, il y a quand même dans la formulation du béton, il y aura il y a une note qui avait été éditée en PACA l'année dernière et on a adapté cette note-là, enfin on l'a reprise plus exactement, en Occitanie par rapport à la formulation des bétons, par rapport au niveau BDO, donc bronze, argent et or. Donc il faut atteindre des niveaux de formulation pour verrouiller le niveau bas carbone du béton. Le calcul que nous, on a à faire, c'est le même que pour Envirobat BDM. Exactement. Ok, super. Voilà. Merci. De Merci rien. bien. Dominique, ensuite. Oui, j'avais une petite question sur. Je trouve bien là, le fait d'avoir rajouté le curseur pour les matériaux, là, le 25, 50, 75, puisqu'on avait ce souci de 20 ou 80, c'était un peu large comme échelle. Et là, je me pose la question sur les COV inférieurs à 1 gramme par litre. C'est atteint, pas atteint. Je ne vois pas sur un projet comment on peut avoir. Enfin, est-ce qu'il faut 100%? Est-ce qu'il faut. C'est compliqué à. Comment vous jugez ça, quoi? Alors oui, L'échelle est large, quoi, là, hein. ouais, l'échelle est large, effectivement. Alors sur les peintures, du coup, alors j'ai plus en tête. T'as le numéro associé, Oui, s'il te c'est le plaît? numéro 201. Parce que là, c'est à remplir, atteint, en attente, non atteint, non visé. Et on a la même chose en phase aqueuse aussi dessous. Ouais, ça c'est la nouveauté peinture, effectivement, on a mis le curseur sur les peintures. Attends, je retrouve plus. Et là, voilà. Donc, alors là, on est sur un curseur qui est un peu différent parce que on n'est pas forcément sur la même composition tout à fait que les filières que vous voyez ici, matériaux de base, écomatériaux, matériaux biosourcés, réemploi, etc. Là, on est sur un curseur matériaux de base avec un étiquetage obligatoire en A+, pour les matériaux de base. Bon, ça, c'est assez facile à obtenir. Et ensuite, on est sur un curseur écolabel européen ou NF Environnement ou Nature Plus. Donc en fait, c'est les écolabels qu'on va demander par rapport à ça qui vont permettre de grader, on va dire, la nature de la peinture ou de la colle. Et ensuite, effectivement, on a une case à cocher pour le taux de COV inférieur à 1 gramme par litre. Alors ça, c'est sur la fiche produit peinture ou colle qu'on va retrouver cette information-là. Et une case à cocher, effectivement, si on est en phase aqueuse. En fait, là, l'objectif, c'est voilà, de privilégier plutôt des phases aqueuses avec des taux de COV faibles pour la qualité de l'air intérieur des projets. Et on a toujours cette fameuse quantité. Alors, quantité, c'est par rapport au lot, enfin au lot peinture d'ensemble. Et la question, c'était de se poser, est-ce qu'on compte aussi les peintures techniques dans la comptabilité d'ensemble de ce lot-là, Oui, ou c'est est-ce ça. qu'on exclut les peintures techniques? Ça, c'est une vraie interrogation.
Moi, j'aurais tendance à dire comptons-les toutes, mais du coup, la quantité, on aura moins de points sur la quantité. Et où tu as les écolabels, tu le trouves où? Votre C'est dans liste le, là? Je ne la vois pas. c'est normalement dans le référentiel, tu Ah, as, tu as les, voilà, c'est, La ligne 200, en fait. la ligne 200. parce que là, j'ai pas le référentiel ouvert, donc je Ah ouais, peux d'accord, moins, ok. je peux moins vous Ok, guider. ok, c'est bon. Mais Juste avant. effectivement, si tu cliques écolabel ou je viens de tester, hein, ou matériaux de base, ça change rien à partir du moment où tu as coché les cases corps inférieur à 1 et en phase aqueuse. Ouais, c'est ça. On estime qu'en fait, le taux de COV, c'est quand même très important et la phase aqueuse, c'est très important. Et à partir du moment où on fait cet effort-là, finalement, même si la peinture n'est pas écolabellisée, c'est pas très grave, quoi. Enfin, c'est un Et point de sauf vue. que je Après, me permets juste de faire une remarque, il y a le taux de COV et le taux d'émission aussi. C'est le taux d'émission qui est le plus important. oui, ben nous, on n'a pas pris en compte ce taux d'émission, effectivement. En tout cas, c'est pas formulé comme ça dans l'interprétation et peut-être c'est quelque chose à revoir. Enfin, Ouais, je me le merci. note. Ben, je te laisse la parole parce qu'Anne-Sophie, tu avais levé la main. Oui, merci. Moi, c'était sur les prérequis, en fait, sur la consultation. Je vois que c'est obligatoire d'avoir une consultation sur les parties prenantes, dont l'usager, en fait, avant la phase PC, à partir du niveau argent ou or, même bronze, hein, ouais, dès le niveau bronze. Alors, comment on fait pour les logements quand on n'a pas d'usager? Comment on fait pour les bureaux quand, enfin, avant le PC, c'est très très tôt, que ce soit en bureau ou en logement, on ne les aura pas. Mm. Bah alors après, l'objectif ici, c'est favoriser, on va dire, la partie, enfin, oui, La concertation, favoriser non, non, mais je la comprends bien, mais concertation, les hein, usagers, tu les as pas? bah alors après, c'est trouver la bonne méthode pour pouvoir le simuler éventuellement. Je sais que bah, si vous vous rapprochez du réseau d'AMU, hein, c'est eux qui ont été à l'initiative de cette proposition-là dans le groupe de travail. Et peut-être, Dominique, tu pourras y répondre. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on incite à prendre en compte les usagers le plus tôt possible dans l'opération. Alors, les parties prenantes, dont l'usager, donc c'est au-delà de l'usager même. Ça peut être aussi les entreprises si elles sont déjà sélectionnées, etc. Et après, ça peut être la mission, elle peut être faite en interne de l'équipe projet. On n'est pas obligé de faire appel à un spécialiste extérieur pour faire ça. Et après, les méthodes, elles peuvent varier en fonction des AMU aussi. Ils proposent différentes méthodes. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux parce que certains. Je sais que travaille directement avec les usagers quand c'est possible, mais aussi avec des modélisations d'usage ou d'usagers quand ils n'ont pas les usagers à disposition. Mais Dominique, tu peux peut-être répondre. Oui, ben, on travaille avec des usagers types. Et donc, si on fait un bâtiment, bon, si évidemment, si c'est un bâtiment existant, c'est plus facile, c'est les vrais usagers. Et sinon, c'est des usagers types. Si on fait un bâtiment neuf, ben, si on fait un collège ou une école, on va avoir des collégiens, des professeurs, des agents techniques, etc., dans un groupe de travail. C'est pas forcément ceux qui vont habiter dans le bâtiment. Et pour le logement, ça peut être des associations d'habitants, ça peut être, enfin, il y a différents. Le logement, je suis un peu moins calé parce que j'en fais moins, mais il y a aussi des solutions, quoi. J'entends qu'il y a des solutions, mais c'est un prérequis dès le niveau bronze. Et je pense que, enfin, même pour des groupes scolaires, hein, là pour la CERM, nous on en a en AMO, on n'a pas les professeurs effectivement en amont. On va faire une sensibilisation à réception, hein, enfin justement, moi j'ai une AMU dans l'équipe, hein, donc on va faire un atelier spécifique avec les professeurs qu'on aura. Mais c'est vrai que sinon, je vois pas, en fait, enfin, la concertation avec des usagers types, je trouve que c'est compliqué. Ouais. Bah, peut-être que Frédéric Dans tous les peut domaines, parler les aussi. bureaux aussi. Hein. Ouais. Je vais laisser la parole avant de passer la parole à Suzanne, à Frédéric, parce qu'il est aussi sur ces questions d'usage. Frédéric, si tu veux prendre le micro, vas-y, pour répondre. Oui, salut à tous. Oui, oui, bien sûr. L'enjeu, quand on met dans l'usager, effectivement, on avait réfléchi à ça, c'était de dire au maximum, l'usager, dès qu'il est là, il est consulté. S'il n'est pas là, on va effectivement prendre des modèles. Mais
c'est surtout, je crois, de cet enjeu de sensibiliser le maître d'ouvrage sur cette question-là. Donc, effectivement, l'usager ne sera pas là dès la phase conception, au moment de créer le logement, etc. Mais encore une fois, c'est le process et c'est la manière d'aborder la question et d'aborder la place de l'usager qui est important. Et puis, tu as toujours des modèles, effectivement, aujourd'hui d'usager type. En tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'ils réfléchissent à la question. Voilà, c'est surtout ça. Merci pour ce complément. Suzanne, tu as levé la main? Oui, j'ai levé la main. Tu m'entends? Oui, très bien. Oui. Bonjour à tous. Je rebondis sur les interrogations qui ont surgi là, concernant les grammes par litre. Et les taux d'émission. Bonjour madame, non, pardon, il ne s'agit pas de Roxane. Les taux d'émission. Excusez-moi déjà de vous appeler un petit peu tard peut-être. Ah, il y a quelqu'un qui a oublié de fermer son micro. Monsieur Maillot des collectivités forestières Occitanie. Voilà. Ah, ben Jérémy, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Merci. Vas-y, Suzanne. Oui, alors je réagis donc sur les interrogations concernant l'étiquetage, les labels et les concentrations. Alors, pourquoi j'ai ajouté la question importante? Il y a taux d'émission, c'est l'étiquetage. Hein. L'étiquetage, c'est de microgrammes par mètre cube, donc ça, c'est un taux d'émission. Donc l'étiquetage est très important. Sauf que vous pouvez avoir une peinture qui est A+, mais qui est en phase solvant, parce que comme la mesure est faite à 28 jours en A+, eh ben, certains COV sont partis et ils peuvent passer. Donc, pour être bon, au niveau qualité de l'air, il faut à la fois avoir le taux d'émission qui est dans l'étiquetage, donc être A+, mais aussi demander systématiquement que les peintures soient en phase aqueuse, parce que nous avons eu des problèmes avec des peintures A+, en phase solvant. Et aussi, pour pouvoir maîtriser au maximum, c'est de demander que les concentrations, alors c'est une concentration en grammes par litre dans les pots, soient inférieures à 1 gramme par litre. Il y a pas mal de peintures qui répondent. Et justement, quand on ne met pas ce critère-là, eh ben, on se retrouve avec des émissions que l'on ne pensait pas avoir, mais parce que justement, ben, on peut avoir des peintures qui sont A+, mais qui ont 128 grammes par litre, par exemple, de COV, alors que d'autres ont 1 gramme. Voilà. C'est pour ça que c'est un garde-fou. Voilà. Je ne sais pas si j'ai éclairé les questions qui ont surgi. Ça répond à ta question, Anne-Sophie? Et je m'inspirais justement de tout ce que j'avais lu dans votre livre, Suzanne. Donc, en fait, voilà, j'étais consciente, mais c'est un garde-fou, c'est très bien. Ouais. Ça va, ça répond à votre question? Oui. Parfait, c'était l'essentiel. Merci. Dominique, tu as levé la main. Non, mais bonjour Suzanne, c'est juste, je comprends moi l'intérêt de mettre ça, mais c'est que dans un projet, est-ce qu'on trouve des 1 gramme par COV pour toutes les peintures, même les peintures où ils demandent des choses un peu plus... Bon, on a vu que le technique, on pouvait peut-être l'enlever, mais les menuiseries... Le technique, on peut passer aussi, hein, parce que maintenant, même les peintures pour métal, on a des peintures en phase aqueuse qui passent. Hein. Oui, bon. Mais après, c'est pour l'entretien qu'ils disent ça tient pas. Non, ouais, alors ça, ouais, c'est le grand truc classique. Ouais. Ça fait 20 ans que j'entends ça, on a toujours fait comme ça, donc voilà, donc ça, c'est pas évident. Je suis d'accord. Hein. C'est pas évident. Parce que ce qui fait que ça tient ou que ça tient pas, c'est pas la phase aqueuse ou la phase solvant, c'est la résine que tu emploies, c'est le film que tu vas mettre dessus. Et là, si tu veux, les peintures, par exemple, les glycéros, donc la fameuse glycérophthalique, elle existe à la fois en phase solvant et en phase aqueuse. Donc, je ne vois pas comment le solvant qui va s'évaporer, ça modifierait la tenue dans le temps, tu vois. Donc, voilà. Bon, alors, ça, je veux bien après entendre des réflexions et discuter avec des peintres, hein, ça, entièrement d'accord. Mais voilà. Alors, si tu veux, là où c'est important, c'est les grandes surfaces, c'est-à-dire les murs, les plafonds. Bon, il y a aussi les pièges, c'est les plaintes, les encadrements de portes. Là, souvent, on se fait piéger. Et moi, j'ai eu des mesures de qualité d'air à réception qui étaient plombées
à cause simplement des peintures en phase solvant qui m'avaient été employées sur ces parties-là, alors que les murs et les plafonds étaient parfaits, tu vois, voilà. Ouais, c'est ce que je Alors, craignais, ouais. et voilà, et là, moi, tu peux pas savoir, chaque fois que je fais des mesures de qualité d'air à réception, je balise parce que c'est le résultat global va être plombé par simplement ça. Tu vois, voilà. D'accord. Alors, je me bats aussi pour les métaux, pour les tuyauteries, si tu veux, pour que aussi on mette au moins des phases aqueuses. Voilà. Hein. Mais après, ça se discute avec le peintre. Bon, tu vois, mais quand même, sur le principe, je crois qu'il faut être un petit peu ferme. Voilà. D'accord, merci. On est d'accord. Merci en tout cas pour ces précisions, Suzanne, et merci d'avoir encore travaillé sur ce référentiel. On arrive au bout de la séance et je ne vois pas d'autres mains levées, donc je vous propose de clôturer le webinaire. Je vous remercie tous pour votre participation et je vous adresse une bonne découverte du référentiel. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous avez encore des questions. Moi, je pense que ce qu'on va mettre en place aussi, c'est un formulaire pour recueillir un peu toutes vos questions, pardon, et toutes vos demandes de précision sur le référentiel, ou si vous avez des difficultés sur certains critères ou prérequis, ben voilà, de les formuler et puis de nous faire un retour. Et via un formulaire, je pense que ça fera très bien. Et on le distribuera davantage au réseau des accompagnateurs. Et puis après, vous pourrez le diffuser après aux accompagnateurs, aux équipes projet si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on sera preneur de vos retours, en tout cas sur cette première année. Donc merci à tous et bonne découverte du référentiel.